Europe. Europe 1. Voici avec 1 minute d'avance Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, Marion, l'heure des comptes pour la COP23. Oui, en une par exemple du gratuit 20 minutes, photo d'un enfant vu de dos, assis sur un sol craquelé par la sécheresse. Et ce titre, Planète et maintenant. La conférence climat laisse clairement les observateurs sceptiques. À la COP23, il n'y a pas de sursaut politique, constate l'Humanité. Le Parisien rapporte les propos du chef de la délégation suisse, pour qui les négociations sont laborieuses et décourageante. Ce qui manque, ajoute son collègue du Nicaragua, c'est la volonté politique des pays développés. C'est mal engagé donc, mais positivons quand même. Tel est le parti pris de Libération ce matin. Avec ce titre en une, non, il n'est pas trop tard. Le journal donne plusieurs raisons de ne pas désespérer. Le déclin du charbon, par exemple, le nombre de centrales connaissant une chute spectaculaire d'après Greenpeace. Il y a aussi les énergies renouvelables et l'agroécologie qui ont le vent en poupe, sachant que la finance investit de plus en plus dans le vert. Dans la tribune, l'aéronaute Bertrand Piccard, pilote du désormais célèbre Solar Impulse, porte le même optimisme. Aujourd'hui, les technologies économes et efficientes sont là, dit-il. Cela signifie que nous pouvons obtenir une croissance propre, autrement dit, réconcilier économie et écologie. Pour Bertrand Piccard, l'urgence, c'est de soigner le monde. Si la planète était une entreprise, cela fait longtemps que son PDG serait jugé et condamné, dit-il. Nos sociétés doivent changer. Un appel qui s'adresse clairement au personnel politique, parce que ce n'est pas la conscience populaire qui changera le monde, c'est la loi qui permet de faire évoluer les mentalités. La loi, rien que la loi, c'est aussi sans doute ce que s'est dit Nicolas Hulot en entrant au gouvernement. Justement, le ministre de l'écologie intéresse particulièrement la presse ce matin. Parce que pour lui aussi, c'est l'heure des comptes. Portrait d'un homme en plein désarroi à lire dans Le Point. Ce 7 novembre, quand il franchit la porte de son ministère, Nicolas Hulot est fou de rage. Ça ne peut pas se passer comme ça ne peut plus continuer comme ça. Jamais les murs dorés de l'hôtel de Roquelaure n'avaient autant tremblé, écrivent Erwan Buckert et Olivier Perroux. Jamais il n'avait piqué une telle colère. Le matin même, ce n'est pas une couleuvre qu'il a avalée, c'est un boa. On parle bien sûr de l'abandon de la promesse présidentielle de ramener la part du nucléaire à 50% d'ici 2025. La mue que j'opère est brutale, confie Nicolas Hulot. Garder la tête froide est difficile. Je passe mon temps à dire laissez-moi réfléchir un peu, et force est de constater que ma vie personnelle n'existe plus. Même la nuit, je refais le procès de la veille. Je revois mes confrontations quand je n'ai pas obtenu gain de cause. Une découverte, un brin candide, on dira, appuyé par cette photo le montrant bras croisés, les yeux ostensiblement levés au plafond, pendant qu'à ses côtés, Édouard Philippe déroule tranquillement son discours. Dernière confidence au Point, les citoyens doivent se rendre compte que les hommes de pouvoir n'en ont en réalité pas tant que ça. Un cas de conscience dont le quotidien L'Opinion se moque gentiment. Hulot, attention fragile, titre le journal, avec un dessin de Cac, le repeignant en Mimicikou, vous savez, c'est l'Indien débarquant dans la ville, en pleine interrogation. Mais dans le fond, qu'est-ce que je fous là, dit le petit personnage. Jean-Jérôme Bertolus décrit l'isolement de l'ex-animateur pourtant chouchouté par l'exécutif. Il a du mal avec la politique, persifle un ministre, car comme toutes les stars de télé, il lui est insupportable de ne pas être aimé. Voilà, quand on n'a pas de réponse politique à un problème politique, c'est assez commun. On se rattrape avec une bonne dose de psychologie de couloir. Autre titre ce matin, c'est l'heure des comptes aussi pour les prisons et le dossier de la surpopulation carcérale. Ouais, le sujet fait la une de Ouest France, quelques jours avant les 24e journées nationales sur la prison qui commence lundi. Interview en page 5 d'Adeline Hazan, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté. L'incarcération doit être le dernier recours, dit-elle, car la situation est dramatique. On compte près de 70 000 détenus pour 59 000 places. Ça se traduit dans certains établissements par 3 détenus par cellule de 2, ou encore, comme à Nice, 5 femmes dans 11 mètres carrés. Et puis il y a un manque de surveillants, dit-elle. À Fresnes et à Nanterre, on en compte 1 pour 100 détenus. Adeline Hazan qui plaide pour les peines alternatives, un message qu'elle répète également dans Le Parisien. Dire que la justice est laxiste est un fantasme, dit-elle, les chiffres le prouvent. Elle n'a jamais été aussi sévère. Les alternatives existent, mais sans courage politique, tant qu'il n'y aura pas d'impulsion au plus haut niveau de l'État, la situation ne changera pas. À lire aussi le dossier de l'hebdomadaire Le 1 sur la surchauffe carcérale et cette petite phrase en dernière page de l'écrivain américain Mark Twain, celui qui ouvre une prison
prison doit savoir qu'on ne la fermera plus. Enfin, pour finir sur une note non comptable, un peu d'amour avec la publication de la correspondance entre Albert Camus et Maria Cazares. Oui, ça fait une dizaine de jours que vos journaux en parlent tous les uns après les autres. Donc au cas où vous seriez passé à côté, je vous conseille l'article de Nelly Capriélan dans Les Inrocks. Parmi les correspondances amoureuses d'écrivains qui paraissent en ce moment, des lettres de Nabokov à sa femme, à celle de Solers ou encore Claudel, celle d'Albert Camus est la seule qui comprenne également les lettres de la femme aimée. Et quelle femme, écrit la journaliste. On découvre Maria Cazares généreuse, drôle, absolue. Et Les Inrocks d'en donner un extrait, celui d'une lettre de l'actrice datée de juin 49. « Pourquoi nous laisser toujours crier sans voix et gesticuler dans la nuit ?» écrit-elle. Pourquoi ? Pour qui ? Pour l'autre peut-être, pour toi, pour savoir te retrouver sur cette terre, car comment t'aurais-je reconnu si tu n'étais pas le seul avec lequel je suis sûre de me retrouver dans la solitude, dans la connaissance que tu as de moi et dans celle que j'ai eue de toi du premier coup. Voilà, l'amour qui transcende toute chose, Patrick, peut-être la plus éclatante des réponses au pourquoi existentiel qui a si longtemps hanté Albert Camus et quelques-uns d'entre nous après lui. Il y a des lignes magnifiques, effectivement, dans cette correspondance, enfin dans les extraits qui ont été publiés depuis quelques semaines. Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse. Europe 1.